Alors, sans transition, parce que nous sommes dans les temps, mais il faudrait le rester, je passe la parole à Monsieur Romain Gosse. Alors là, je ne vais pas oublier la thèse de Monsieur Romain Gosse. Encore faut-il que je trouve mon papier, voilà. La thèse de Monsieur Romain Gosse, sous la direction du professeur Manuel Gros dans cette université. Le principe d'intégration comme norme supérieure environnementale, point d'interrogation. Donc, décidément, l'environnement, c'est la spécialité de Monsieur Gosse, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Donc juste quelques mots tout d'abord pour remercier les initiateurs de cette journée, donc Sabine Saraf et tout le comité scientifique, Patrick Meunier, et puis tous les intervenants, tous nos invités qui ont bien accepté de présider les tables et de nous donner la parole. Donc merci beaucoup. Je vais essayer d'être relativement rapide puisqu'on est quand même pressé par le temps, et donc je vais essayer de regrouper un peu mon propos. Concernant donc l'environnement, finalement l'irruption de l'environnement concernant les crises migratoires, qui relève plutôt du droit fiction, de la prospective, puisque très peu de choses existent pour l'instant en termes de recoupement entre droit des migrations et droit de l'environnement. Donc le droit de l'environnement se développe depuis les années 60-70, depuis qu'on a pris conscience des problématiques environnementales, et donne lieu donc à un régime juridique qui est relativement multiple, on le verra dans la suite des développements, donc on appelle le droit de l'environnement, discipline, branche du droit à part entière, et donc qui s'est développé de manière indépendante par rapport à d'autres régimes tels que le droit des migrations. Sauf que ce régime du droit de l'environnement, le régime juridique propre à l'environnement, a tendance finalement à s'élargir, à se globaliser et à insérer des problématiques toujours de plus en plus larges, dont le droit des migrations, c'est ce que nous allons voir. Si on prend la définition des migrations, selon l'Organisation internationale des migrations, c'est un déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, cas des migrations externes, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire, le cas des migrations internes. On voit donc ici les deux éléments. Autrement dit, il s'agit d'un décalage entre la population et le territoire, un décalage, une discordance entre ces deux éléments. Si on prend du recul, on constate qu'il en est de même concernant les problèmes environnementaux. C'est finalement une rupture, un déséquilibre entre une population et son environnement qu'on peut assimiler au territoire. Donc population et territoire, les deux décalages qui sont finalement à la base de l'environnement et des migrations, et donc on doit pouvoir trouver un terrain commun pour essayer de lier les problématiques. Ce territoire commun se construit au fur et à mesure de manière récente. Le premier rapport, qui est un rapport du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a fait le lien entre environnement et migration, donc s'appelait les réfugiés environnementaux. Il date de 1985 et il a été sujet à débat, il a été critiqué, notamment pour son appellation réfugiés environnementaux. Qu'est-ce que ça recoupe ? Et la problématique a été laissée un peu de côté pendant quelques temps, mais elle est revenue en force depuis le début des années 2000, notamment sous l'effet du changement climatique, des préoccupations climatiques qui prennent de plus en plus de place sur la scène internationale, européenne, nationale. Donc, comme le disait ce matin Catherine Wittol-de-Wenden, c'est devenu un peu une mode. Parler des réfugiés environnementaux, des déplacés environnementaux ou des migrants environnementaux, c'est un peu devenu une mode. Et on voit de plus en plus de programmes de recherche, de débats dans toutes les instances, dans tous les ordres juridiques qui se développent sur ce sujet. Ce que je vais essayer de vous faire passer comme message, c'est de montrer à quel point l'environnement finalement peut être utile pour penser les migrations, les mobilités d'une manière générale autrement. Finalement, donc de sortir un peu la tête du guidon du sujet qui nous a intéressés toute la journée pour voir qu'on peut essayer d'appréhender autrement et qu'il peut y avoir finalement un potentiel d'évolution, de transformation et pourquoi pas d'inventivité. C'était Pascal Brice ce matin qui parlait d'inventivité et responsabilité. Et le thème de l'environnement peut avoir un côté inventif pour envisager les mobilités d'une autre manière. Donc je passe directement dans le vif du sujet, notamment avec un exemple qui est important pour le thème qui nous anime, qui est d'actualité, et qui va nous permettre de comprendre un peu la complexité de la prise en compte de l'environnement dans les phénomènes migratoires. Donc cet exemple, il concerne l'exemple syrien, le conflit en Syrie, donc qui est à la base un peu de la crise migratoire, donc comme on l'appelle depuis ce matin. Une étude parue en 2015 aux USA, donc l'année dernière, a fait le lien entre la grave sécheresse qui a eu lieu entre 2005 et 2010 en Syrie et le conflit en Syrie. Finalement, elle relève deux facteurs environnementaux dans le conflit en Syrie, que sont la mauvaise gestion de l'agriculture et de la ressource en eau, qui dure depuis à peu près les années 60-70, qui est imputable à la politique du gouvernement syrien,
et qui a contribué à provoquer la sécheresse qui a déstabilisé une partie de la Syrie. Le deuxième facteur, c'est le réchauffement climatique d'origine anthropique, qui lui est beaucoup plus global, qui n'est pas limité qu'à la seule Syrie, mais qui est mondial, et qui s'insère sur des temps plus longs. On pourrait remonter à la révolution industrielle, donc depuis grosso modo 2 siècles. Avec ces deux facteurs qui ont changé l'environnement, qui ont causé la sécheresse entre 2005 et 2010, on a eu un exode rural finalement. On a eu un écroulement du secteur de l'agriculture et un exode rural qui a entraîné le déplacement d'environ 1,5 million de personnes donc, vers les grands centres urbains de Syrie. Ces déplacements se sont ajoutés également à environ, grosso modo, 1,5 million de personnes en provenance d'Irak, donc qui fuyaient les conflits en provenance d'Irak, et qui se sont agglutinées eux aussi donc, dans les grandes métropoles urbaines de Syrie. De 2002 à 2010, on a une population urbaine finalement qui a augmenté de plus de 50% en Syrie, donc population urbaine qui est passée de 8,9 millions à 13,8 millions donc dans les grands centres urbains de Syrie. Jusqu'en 2010-2011, donc le conflit en Syrie éclate en 2011. Je ne prétends pas ici dire que la cause environnementale est le seul facteur qui a contribué forcément à la dégradation de la situation, mais en tout cas, il y a joué, il a permis de dégrader les conditions sociales, les conditions démographiques, et il a joué un rôle important finalement dans l'éclatement du conflit en Syrie. Donc il ne faudrait pas, à ce niveau-là, sous-estimer finalement le facteur climatique, et on voit que si on le prend en compte, on peut essayer d'envisager le problème d'une autre manière. Donc on va essayer de voir un peu comment le droit des migrations peut appréhender les phénomènes climatique. Si on prend l'exode rural qui a eu lieu au sein de la Syrie, on voit que c'est d'abord un problème de migration interne. Donc Augustin en parlait, le mandat du HCR se porte beaucoup sur les migrations internes. Effectivement, tout ce qui est déplacement lié à l'environnement concerne surtout des déplacements internes et également des déplacements sud-sud. Donc l'Europe n'a pas vraiment, on en discutait tout à l'heure avec M. Michel, l'Europe n'a pas vraiment à craindre une déferlante en raison du changement climatique, du moins pour l'instant. Ce sont tout d'abord des déplacements qui restent régionaux, sud-sud ou alors internes en grande majorité. Donc, lorsqu'il s'agit d'une migration interne, la gestion de la situation relève d'abord de la politique du pays. Si celle-ci se dégrade, on peut également faire intervenir ici le droit international humanitaire. Et en ce sens, des principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays ont été adoptés en 1998. Ce ne sont pas des principes contraignants, ce sont des principes dont les États peuvent prendre possession pour gérer ce genre de situation. Et qui prennent en compte notamment, ces principes donc adoptés en 1998, les catastrophes naturelles dans le cadre de la gestion des déplacés internes. Dans une autre interrogation, cet exode rural, qui résulte du changement climatique, de facteurs environnementaux, s'apparente-t-il à une migration forcée ou à une migration finalement choisie ? Donc on a toujours ici, quand on parle de migration choisie, on fait toujours le lien avec la migration économique, dite économique, c'est-à-dire où on a une partie de population qui fuit une zone pour avoir des conditions de vie meilleures finalement. Ici, l'effondrement du secteur agricole en Syrie, est-ce qu'il peut être finalement il peut être moteur d'une migration dite économique. Les gens se déplacent parce qu'ils n'ont plus de revenus, ils ont une situation sociale qui s'est dégradée, est-ce qu'ils bougent finalement pour avoir de meilleures conditions de vie ? Si on envisage du côté de l'environnement, on voit que finalement tout ce qu'on appelle migration économique est souvent lié à des facteurs environnementaux, notamment en Afrique, notamment en Asie ou en Amérique du Sud également. Et donc, si on prend en compte les facteurs environnementaux, on voit ici qu'on pourrait dénaturer ce qu'on appelle la migration économique, qui est souvent utilisée par les États pour finalement disqualifier un certain type de migration. Et donc, les facteurs environnementaux pourraient un peu modifier nos critères habituels pour essayer d'envisager les mobilités. Également, quel phénomène prend-on en compte ? Ici, on a deux facteurs. Un facteur qui relève du pays et qui est plutôt soudain, ponctuel, la sécheresse, qui dure sur 3, 4, 5 années au plus, ou les facteurs de temps long, les dégradations lentes de l'environnement, que sont les changements climatiques, qui peuvent durer sur 1 siècle, 2 siècles, voire plus, si on prend les éléments de prospective qui sont à notre disposition. Donc tout ça est relativement finalement complexe. Si on tente de prendre en compte les facteurs environnementaux dans les mobilités, on arrive finalement à remettre en cause les catégories qui existent, qui sont à notre disposition pour appréhender les différentes catégories de déplacement, réfugiés ou migration.
Donc réfugiés, déplacés, migrants environnementaux, il y a incertitude sur le terme. Migration subie ou migration choisie, là encore incertitude. Migration interne, externe, on voit que l'une peut provoquer l'autre et donc à quel seuil finalement on se place pour distinguer les causes. Migration temporaire, chronique, permanente aussi également, ça pose la question de la réinstallation. Est-ce qu'une fois que la dégradation environnementale est passée, on peut se réinstaller, ou est-ce qu'il s'agit d'une migration chronique, c'est-à-dire qu'on va migrer à une certaine période de l'année en cas de sécheresse ou en cas d'inondation pour d'autres parties du monde? Donc changement lent de l'environnement ou catastrophe brutale. Donc finalement, des tas de questions se posent si on envisage la mobilité en incluant des facteurs environnementaux. On voit également que des tas de régimes juridiques peuvent intervenir dans ces situations: droit de l'homme, droit humanitaire, droit des catastrophes naturelles, droit de l'environnement, droit des conflits armés, etc. Il n'existe rien de fixé pour l'instant au niveau juridique, et donc s'interroger sur ces questions relève véritablement, encore une fois, de la fiction, de la prospective. Donc, je vais vous dresser un panorama rapide des solutions juridiques qui sont envisagées pour prendre en compte les causes environnementales. La première, c'est l'élargissement des statuts existants. On a parlé de la Convention de Genève de 1951 qui ne prend absolument pas en compte pour le statut de réfugié les causes environnementales. Donc certains plaident pour une redéfinition finalement de l'article 1 de la Convention de 1951 ou pour un protocole additionnel pour prendre en compte ces nouveaux facteurs de migration. Cependant, on n'est pas sûr que ce soit véritablement adapté, puisqu'on a encore le côté persécution. Il faudrait ici établir ce qui relève des persécutions environnementales ou non. Et également, il faut établir un lien de rupture avec le pays. On a une approche individuelle, comme Manon nous le disait, et établir un lien de rupture avec le pays d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas en cas de migration environnementale. Deuxième solution, la création conventionnelle. Il s'agirait ici, et plusieurs chercheurs américains, australiens ou français proposent cette solution, d'établir une nouvelle convention, sui generis totalement, donc pour prendre en compte toute cette problématique des déplacés environnementaux ou des réfugiés environnementaux, selon le terme. Une des plus abouties provient de nos collègues de Limoges, du Centre du droit de l'environnement de Limoges, et qui a proposé une convention relativement large, une convention relative au statut international des déplacés environnementaux, et qui définit donc les déplacés environnementaux comme les personnes physiques, les familles, les populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement, portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant à quitter dans l'urgence ou dans la durée les lieux habituels de vie et conduisant à leur réinstallation et à leur relogement. Donc on voit ici une définition très large qui embrasse toutes les catégories, à savoir les changements lents ou les changements subis, les migrations internes, les migrations externes et les différentes causes environnementales, bien sûr. Donc c'est une proposition très aboutie. Il prévoit également une agence mondiale pour les déplacés environnementaux, avec un conseil d'administration, une conférence des parties, un conseil scientifique et également un fonds mondial pour les déplacés environnementaux. Donc c'est une solution clé en main qu'il propose aux États et aux organisations internationales d'adopter. Vu le contexte, il y a peu de chances qu'un tel dispositif finalement entre en vigueur ou soit adopté d'ici les prochaines années. C'est quand même assez large, et c'est pas dit non plus que ce soit le plus adapté. C'est quand même un statut relativement large et qui pourrait empiéter sur d'autres choses qui existent. Troisième solution sont ce que j'ai appelé les initiatives volontaires et qui sont les plus plausibles. Ce sont les initiatives bilatérales ou multilatérales, donc entre les États, et qui sont des approches, donc des démarches volontaires. J'en soulignerai une principalement, une des plus concrètes, c'est l'initiative Nansen, qui a été lancée en 2012 à l'initiative de la Suisse et de la Norvège, qui a été depuis rejoint par l'Allemagne, le Costa Rica, l'Australie, le Bangladesh, le Mexique, le Kenya et les Philippines, et également par des chercheurs et des ONG. Donc il s'agit d'une démarche bottom-up, il s'agit de faire remonter finalement les bonnes pratiques de gestion des déplacements de population en cas de changement climatique ou de dérèglements environnementaux. Ils ont également effectué des consultations régionales, notamment dans le Pacifique, dans l'océan Indien et dans la Corne de l'Afrique. Et elle a débouché en octobre 2015 sur un agenda de protection, donc qui rassemble plusieurs mesures et dont les États peuvent se saisir pour gérer ce genre de situation. Et propose la poursuite des recherches sur cette problématique, le référencement des actions efficaces et le développement de politiques appropriées dans cette direction. Donc il s'agit véritablement d'une démarche ouverte, il n'y a rien de contraignant, encore une fois c'est une espèce de boîte à outils pour les États sur le mode de la multilatéralité comme on connaît en droit international. Donc on le voit, le facteur environnemental finalement remet en cause les catégories qu'on connaît dans le droit des migrations, mais également on peut se positionner d'une autre manière et voir que le droit de l'environnement pourrait être d'un certain secours pour
juguler finalement les migrations, et c'est l'objet de mon deuxième point. On va prendre cette fois un exemple un peu plus extrême. Il s'agit de la disparition des États, disparition des territoires sous l'effet du changement climatique. Donc, puisque le droit de l'environnement, les problématiques environnementales ont un effet forcément inéluctable sur les territoires, sur une question de territoire, sur les questions de population également, mais sur les questions de territoire. Et l'hypothèse avec le changement climatique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans les médias, avec le changement climatique, l'hypothèse de disparition d'États devient de plus en plus prégnante, devient de plus en plus possible, notamment concernant les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien. On pense à Tuvalu, à la République des Kiribati, les Maldives, les îles Fidji, la Micronésie, etc. Donc tout un tas d'archipels et d'îles qui sont très, très peu élevés au-dessus de la mer et qui sont sujets à érosion et à submersion d'ici quelques décennies selon l'évolution du réchauffement climatique. Donc ces nouvelles hypothèses de disparition étatique sont relativement non prévues par le droit international. Le droit international prévoit généralement des hypothèses de succession. On a généralement un État qui succède à un autre, on a des frontières qui changent et une population qui se retrouve donc soit assimilée à un autre État, soit dispersé. Mais ici, on a véritablement une disparition du critère physique du territoire, qui est un élément constitutif de l'État. Et si on suit la théorie juridique, avec cette disparition du territoire physique, l'État devrait ne plus exister. On se retrouverait donc avec des populations qui seraient en situation d'apatridie donc d'un genre nouveau, d'apatridie notamment liée au changement climatique. Donc, quelles sont les solutions qui peuvent exister ou qui peuvent être envisagées pour contrer ces nouveaux cas d'apatridie plausibles ? Premièrement, l'État pourrait faire l'acquisition de nouvelles terres, de terra nullius, donc des terres qui n'appartiennent à personne. Encore faut-il en trouver sur le globe, quoique avec le réchauffement climatique et le recul des glaces, de nouvelles terres vont peut-être se découvrir, un effet en entraînant un autre. Donc, je vais juger un peu de l'absurdité de la chose, mais bon. Seconde solution, l'État sans territoire pourrait louer des terres à un autre État. Donc ici, on a quelques exemples en ce sens. L'Indonésie a proposé de louer certaines îles inhabitées donc à des États dans le besoin. Troisième solution, l'État pourrait se voir céder des terres ou pourrait les acheter. On a par exemple la République des Kiribati qui est en négociation pour acheter 2000 hectares donc, de terres aux îles Fidji, donc les terres les plus hautes des îles Fidji, puisque les îles Fidji sont aussi menacées par le réchauffement climatique. Ça ne servira à rien d'acheter des îles qui elles-mêmes vont être bientôt submergées. Quatrième solution, l'État met en place une migration progressive en partenariat avec d'autres pays. On a ici encore l'exemple des Kiribati qui négocient depuis plusieurs années avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande des quotas de migration de sa population vers ces pays pour progressivement finalement avoir sa population qui s'installe ailleurs. Donc selon ces scénarios, finalement, on constate quoi ? Que la migration devient anticipée, devient planifiée. C'est plus seulement ici quelque chose que l'on subit, c'est quelque chose que l'on met en place volontairement. La migration devient véritablement un outil de survie de l'État, un outil de survie de l'État, de sa souveraineté, et donc c'est une migration volontaire. Ça soulève tout un tas de questions, forcément en termes de compétences, d'exercice de la souveraineté, de nationalité, selon les différentes solutions appropriées. Toutes ces solutions, finalement, étaient prises en charge par le développement du droit de l'environnement, du droit international de l'environnement, notamment dans le cadre de la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc dans le régime climatique international. Et ces situations ont été intégrées dans les divers instruments qui existent au sein de la CNUC, à savoir les stratégies d'adaptation. Donc la migration a été reconnue comme stratégie d'adaptation au sein de la CNUC et peut faire l'objet de plans nationaux validés internationalement et qui peut même bénéficier des financements donc dans le cadre du changement climatique. Également, les migrations ont été intégrées dans le mécanisme perte et préjudice qui est rattaché également là encore à la CNUC et qui peut faire l'objet là encore d'aide au déplacement de population et de financement dans le cadre du régime international du climat. Donc pour l'instant, ça reste relativement timide, tout ça, il y a un gros processus de négociation à retracer, ça a mis des années à être intégré dans le régime climatique international, mais on voit que la question de la migration est prise finalement au fur et à mesure, progressivement, dans le cadre des relations climatiques, des relations internationales climatiques. Dernier point, pour continuer un peu plus en avant dans les outils potentiels, et on est encore plus loin finalement ici dans la prospective, sur les potentialités de régulation des migrations par l'émergence de ce qu'on appelle une justice environnementale. Donc ici, je vais passer rapidement, je ne vais pas détailler vu qu'il me reste que très très peu de temps.
Effectivement. Donc la justice environnementale se compose de plusieurs principes, à savoir l'utilisation non dommageable du territoire étatique, on pourra en reparler, qui date de 1941, dans le célèbre arrêt de la fonderie de Trail. Également un autre principe qui est le principe des responsabilités communes mais différenciées, qui existent, qui fondent notamment le régime international climatique. Donc il y a certaines bases véritablement à la justice environnementale. Plus récemment, on voit une émergence de la jurisprudence qui se base sur cette justice environnementale. En 2015, on a le cas Urgenda aux Pays-Bas, donc le tribunal de La Haye, finalement, le district de La Haye, a condamné les Pays-Bas à revoir sa politique climatique et à prendre des engagements plus forts en termes de réduction de gaz à effet de serre, puisque elle a jugé que la politique climatique des Pays-Bas était insuffisante et qu'elle devait finalement prendre des engagements beaucoup plus forts. Donc on a d'autres cas comme ça au Pakistan, aux États-Unis également, des cas médiatiques qui sont sortis il y a 2-3 semaines notamment, et qui permettent d'envisager, pourquoi pas dans le cas de cette justice environnementale, de condamner, donc à terme, on est vraiment dans la prospective, attention, des États ou de les obliger à prendre en charge des quotas de migrants, de déplacés environnementaux en fonction des émissions de gaz à effet de serre dont ils sont responsables, notamment les grands États occidentaux, les grands États pollueurs, en fonction de leur contribution au réchauffement climatique, donc à prendre en charge au prorata de leur contribution un contingent de réfugiés climatiques, avec toutes les questions que ça peut poser en termes, bien sûr, de souveraineté ou de liberté de réinstallation des déplacés. Donc tout ça, je vous laisse réfléchir là-dessus et poser des questions ensuite. Simplement, juste pour conclure, donc en conclusion, on se rend compte que finalement, dans le cadre des migrations, on peut inventer de nouvelles façons de voir, on peut remettre en cause ce qui existe et tout dépend finalement de ce qu'on voit et de ce qu'on veut prendre en compte. L'environnement illustre qu'il est possible de relativiser les catégories établies. Pour toutes ces raisons, l'environnement serait peut-être également le moyen de passer d'un système où l'on pointe la responsabilité des personnes sous couvert de sécurité des États à une approche où, au contraire, on pointe la responsabilité des États dans le but d'assurer la sécurité des personnes. Quoi qu'il en soit, une protection des personnes de leurs droits les plus fondamentaux ne peut aller de pair qu'avec une protection de l'environnement, droit fondamental également, afin que leur terre d'un point de vue local et que notre terre d'un point de vue global reste humainement habitable. Merci. De l'inconvénient de trop connaître son sujet et de trop vouloir en parler. Je retiendrai juste finalement votre conclusion qui m'interpelle parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres aspects au niveau des travaux de la Commission internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Vous dites finalement qu'il faut changer de perspective et je crois qu'effectivement le droit international peine encore aujourd'hui à changer de perspective, à ne pas s'attacher aux causes des souffrances humaines et des migrations, mais aux conséquences, à savoir les migrations. On le voit, je parlais tout à l'heure de la responsabilité de protéger dans le cadre de la R2P. On ne prend pas en cause la question des désastres naturels, et c'est un tort. Au niveau des travaux de la Commission internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe, on commence à expliquer qu'un État touché par une catastrophe, notamment naturelle, a l'obligation de ne pas refuser l'aide qui lui est proposée si jamais il n'a pas les capacités de faire face à cette catastrophe, puisqu'in fine, évidemment, cela entraînerait la mort ou l'exil de dizaines de milliers de personnes. Sur ce, je vais passer la parole à la salle. Oui, ma question c'est plus à l'endroit de Madame Obeda. Je reviens sur l'interprétation extensive de la Convention de Vienne, telle que vous l'avez soulevée. Vous aviez dit qu'il s'observe malheureusement une interprétation extensive qui inclut même des personnes heureusement, oui. Qui inclut, oui, c'est ça. Donc voilà, je voulais savoir si c'était, je ne sais pas moi, une mauvaise chose parce que je pense que si cette interprétation est faite dans l'optique de ne pas faire perdre au traité son effet utile, je pense que c'est quand même bénéfique pour les personnes, étant donné qu'on reste dans l'objet et dans le but du traité, c'est-à-dire la protection des personnes persécutées. Donc c'est ça. Alors rapidement, je ne suis même pas sûre d'avoir bien compris la question. Oui. Donc en gros, non, l'interprétation extensive de la Convention de Genève
tant qu'elle ne dénature pas les droits et obligations de cette convention, elle me paraît hautement souhaitable. Quand je parlais de l'interprétation extensive, je parlais notamment des auteurs, en fait, des agents persécuteurs ou persécutants. Le fait, évidemment, d'inclure des agents non étatiques, dès lors que les motifs évoqués à l'article 1 de la Convention sont remplis, ça me paraît une très bonne chose. Le fait aussi d'expliquer, par exemple, que de faire un lien entre des victimes, parce que j'ai travaillé sur cette question-là, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est pas que je suis absolument focalisée là-dessus, mais des victimes d'exactions en matière d'exactions sexuelles, en fait, et de faire le lien entre ça et l'appartenance au groupe social, comme c'est fait aujourd'hui dans l'interprétation de la Convention de Genève, ça aussi, ça me paraît être une bonne chose. Après, ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, le HCR, par exemple, est très réticent à inclure les réfugiés climatiques dans la notion de réfugiés au sens de la Convention, et on comprend bien, parce qu'ici, on n'a pas des hommes à l'origine directe des menaces, on a des éléments qui, certes, sont liés sans doute en très grande partie aux activités humaines, mais on voit bien que le lien de causalité est très distendu. Donc voilà, mais à la rigueur, j'aurais pu laisser la parole d'ailleurs à Manon. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, Manon ? Non ? Bon, très bien. Autre question ? J'ai une question pour Romain, s'il peut répondre en 30 secondes. Est-ce que ce n'est pas une erreur, le concept de réfugié climatique? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de travailler sur le concept de déplacé climatique? Parce que dès que vous touchez le terme de réfugié, on prend peur, parce qu'on voit les volumes et les risques, parce que réfugié, ça implique énormément d'obligations. Si on a un concept de déplacé climatique avec des obligations plus légères, on pourra faire évoluer le droit international. Tout à fait, oui. Les termes font débat de toute façon. Réfugiés, débat déplacé. Personne n'est d'accord sur les termes. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre des négociations internationales, on est très très prudent et on parle généralement des mobilités liées à l'environnement ou des déplacements liés à l'environnement. Donc ça se profile de toute façon dans ce sens-là. Parler de déplacés ou de mobilité, non pas de réfugiés, effectivement. Bon, alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous laissons la place à Jean Quatremer qui va venir conclure cette belle journée.